Bonjour à toutes et à tous. Je suis Nicolas Gillet, le directeur marketing et communication de Nikon France. C'est toujours un moment particulier, plein d'émotions et une charge émotionnelle importante de venir à Bayeux, surtout quand on doit prendre la parole en public et en plus un petit coup à Facebook. Mais je crois que cette émotion, elle est nécessaire, elle est bienfaitrice même. Je pense qu'en tant que citoyen, on a vraiment l'obligation de venir voir ce qui se passe à Bayeux cette semaine. Chez Nikon, on soutient le prix Bayeux depuis une quinzaine d'années parce que notre histoire, elle est intimement liée à celle du photojournalisme. Depuis les années 60, nos appareils photo ont évolué en prenant en compte les besoins des photoreporters, des journalistes de façon générale, leur confiance, celle qu'ils nous ont accordée en amenant avec eux leur appareil photo sur le terrain. Cette confiance, elle a définitivement contribué à construire cette réputation qu'elle est la nôtre aujourd'hui. Ce sont leurs témoignages qui créent l'histoire, je crois. On a tous en tête des images fortes qui sont des moments particuliers de l'histoire. Ces images, elles ont été faites par des hommes et des femmes qui prennent des risques pour nous informer. Donc, d'une certaine façon, je pense que nous tous, et Nikon, on leur est redevable. Alors, cette année, on a voulu aller un peu plus loin dans notre engagement avec Bayeux en proposant cette première fois les rencontres Nikon avec un programme qui, j'espère, va vous plaire. Au-delà du prêt de matériel, d'appareils photo qui est possible toute la journée, on aura à 13h30 une lecture de portfolio où 12 jeunes photographes auront la chance d'être lus et critiqués par 4 professionnels de l'image, qui sont Olga Kravets, Dimitri Beck, Lionel Charrier et Pierre Terjman. Ensuite, à 15h30, on a organisé une table ronde sur le métier du photojournalisme et notamment comment les jeunes peuvent aborder ce métier qui est passionnant mais qui demande un engagement extraordinaire. Cette table ronde sera animée par Mathilde Boussion. Et bien sûr, ce matin, la masterclass de Manoucher Degati. Merci beaucoup. 50 ans de témoignages en 80 images. Merci beaucoup pour votre présence, votre confiance, votre disponibilité. C'est vraiment un honneur de vous avoir aujourd'hui pour ces rencontres Nikon. Manoucher Degati, qui est donc, je le présente très rapidement, je pense que tu vas t'en chercher aussi, mais photoreporter de guerre, photojournaliste, formateur. Il est cette année le président du jury international de la 28e édition du prix Bayeux. Je laisse donc la parole à Dimitri Beck, rédacteur en chef de Polka Magazine, qui va donc animer cette masterclass pour vous ce matin. Bonne journée à tous et à très vite. Merci Nicolas. Bonjour à tous. Bonjour Manoucher. Bonjour. On se connaît depuis quelques temps, donc c'est pour ça que je vais me permettre de le tutoyer, pas parce qu'on a l'habitude de se tutoyer dans la vie en dehors de la scène. Le principe de la masterclass, c'est vraiment de quelqu'un qui intervient, qui a un métier, un savoir-faire, qui est professionnel dans ce savoir-faire. Et le principe aussi est d'échanger, de partager son expérience. Donc, à la fois dans ce que l'invité va raconter, mais aussi souvent en interaction avec le public. Donc, vers la fin, nous avons 1 heure. Vers la fin, n'hésitez pas, et d'ailleurs, j'essaierai d'y veiller, à ce que vous ayez la parole pour poser des questions sur des points précis qui n'auraient pas été abordés peut-être lors de notre entretien avec Manoucher. Alors tout simplement, Manoucher, tu as été très succinctement et comme il faut présenté par Nicolas. Donc tu es le président du jury du prix Bayeux Calvados Normandie de cette 28e édition. Et si tu es président de ce jury, c'est parce que tu as une longue carrière derrière toi, près de 50 ans de photographie et de photojournalisme, et on peut dire même de photographie de guerre principalement. Et d'ailleurs, tout d'abord, qu'est-ce que ça représente pour toi? Quelle est l'importance d'être nommé, proposé président d'un tel jury? Bonjour à tous et bienvenue. Merci Nikon, merci Polka pour organiser ça. Pour moi, c'est une opportunité énorme d'abord de partager mes expériences, comme on va faire maintenant pour monde, parce que notre rôle de photojournaliste, c'est d'informer le public en espérant qu'il peut avoir un effet positif sur ceux qui ont photographie, surtout dans les zones de conflit, etc. Et Bayeux, je crois que c'est le meilleur endroit pour ça, parce que pour son histoire, parce que c'est là où Deuxième Guerre mondiale, c'était le début de fin de Deuxième Guerre mondiale ici. Donc, et voilà. Donc, c'est une opportunité pour nous aussi de se rencontrer parce que tous mes collègues que je vois ici,
on se rencontre au travail dans des conditions assez difficiles, dans des zones de conflit. Et ici, on est là, on se rencontre, on boit un verre ensemble. Donc, c'est vraiment important pour nous aussi de, voilà, et après transmettre nos expériences au public. Oui, c'est vraiment une rencontre à taille humaine, proximité, d'intimité d'ailleurs, où certains se rencontrent, au-delà de se croiser sur les terrains de guerre, eh bien, on peut se retrouver aussi en terrain de paix. Et comme je crois que voilà, une des baselines, enfin en tout cas des sous-titres, si je puis dire, du prix Bayeux Calvados, c'est hommage à la liberté et à la démocratie. Donc voilà, c'est pour ça que cette plateforme est très importante. Alors souvent, quand on commence dans la vie, c'est ce qui nous forme, ce qui nous forge, nos premières expériences quand on est jeune, adolescent, et nos premiers choix professionnels, eh bien, c'est un peu la colonne vertébrale de ce que va devenir le reste de notre vie très souvent. Alors, j'aimerais qu'on démarre par ça. Toi, tu es né en 1954 en Iran, au nord-ouest de l'Iran, hein, c'est ça, dans la région de Ouria, donc Azerbaïdjan, près de voilà, proche de l'Azerbaïdjan, où il y a beaucoup de minorités. D'ailleurs, il y a des Kurdes, il y a un mélange de vraiment un melting pot de différentes communautés là-bas. Et je crois que c'est important. On va le retrouver dans ton travail par la suite. Et à l'âge à 20 ans, je crois, tu décides de partir à Rome, grande destination, voyage pour l'Europe, et pour aller faire du cinéma. Alors, est-ce que tu peux pourquoi, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir d'abord t'investir dans le cinéma? Bon, dès les enfances, j'étais fasciné pour images, photographie, cinéma. Et quand j'étais jeune, je peux dire, j'avais 12 ans et mon frère Reza, qui avait 14 ans, on a eu un appareil photo et on a commencé à faire des photos. Donc, très jeune, je commençais à faire photo. Mais moi, je aimais beaucoup le cinéma. Et j'ai découvert le cinéma néo-réalisme d'Italie. Fellini, Pasolini, qui est là. Donc le cinéma d'après-guerre, d'après-Seconde Guerre mondiale. Hein, Exactement, après Seconde Guerre mondiale. Et je finis le lycée en Iran, je prends un train de Téhéran. Après une semaine, je suis arrivé à Rome sans connaître rien. Et là, je commençais à apprendre la langue et je me suis inscrit dans une école de cinéma. Et de 78, c'est la révolution iranienne qui a commencé. La révolution iranienne a commencé par les jeunes gens, des intellectuels qui voulaient avoir un pays plus démocrate, plus libre. Et ben, malheureusement, c'était kidnappé, je peux dire, cette révolution par les moullas iraniens pour le fondamentalisme musulman chiite, qu'ils ont toujours au pouvoir. Et donc, je rentre à Téhéran, il y avait des manifs. Toi, le jeune, pardon, excuse-moi de t'interrompre, mais là, on est à Rome, c'est ça? Oui, t'es en cours de cinéma, donc tu apprends le néoréalisme ou qui mélange le scénario, des choses de la réalité, vraiment être quand même et avec une touche documentaire finalement. Tout à fait, parce qu'il montre la vie des gens, la vraie vie des gens après la guerre en Italie. Et alors, j'arrive en Iran, il n'y a pas de cinéma qui marche, donc j'avais un appareil photo avec 2 rouleaux de film et je pars dans la rue, commence à faire photo et tout de suite, je commence à travailler pour les gros magazines comme Time Magazine, en France pour SIPA, agence SIPA, qui à l'époque c'était un des meilleurs. Et comme ça, je démarrais et depuis, ça fait à peu près 50 ans que l'appareil photo, il m'a porté. Mais alors, comment on vit ça? Certes, tu avais commencé à faire de la photographie plus jeune avec ton frère Reza, que beaucoup ici doivent connaître. Hein, c'est ton frère aîné, je crois que vous avez 2 ans d'écart. Et tout de suite, tu te dis, ça y est, je vais couvrir ce qui se passe, l'histoire en marche finalement. Tu deviens presque, tu avais choisi le cinéma, mais tu es rattrapé par la photographie. Tu deviens photoreporter par accident, par accident de l'histoire. Oui, destin, je peux dire, hein. Accident, destin, parce que ce qui passait dans mon pays, ça m'intéressait. Je voulais montrer au monde ce qui se passe. Et la photographie, c'était le meilleur moyen de faire ça. Donc, je commence à photographier même la vie en général, les cérémonies religieuses, tout ce qui s'est passé. Et voilà, et continue jusqu'après
il y avait l'histoire de prise d'otage des Américains par le régime de Mollah qui a duré 444 jours. Après, commencé la guerre d'Iran qui a duré pendant 8 ans. Et 1900, et tout ça, moi, je dénonçais tout ça. Je photographiais les exécutions d'opposants dans les rues, les enfants de guerre, et tout ça, c'était publié dans les presses occidentales, parce que là, j'étais censuré, je n'avais pas le droit de... Ouais. Et en 1985, j'ai dû partir et sauver ma vie, parce que si j'avais resté, je ne serais pas là avec vous. Mais alors, avant de partir de ton pays et d'être obligé de fuir, et d'ailleurs, Reza, ton frère, lui, a dû fuir en 81, je crois, hein, donc un peu avant toi. Finalement, le cinéma néo-réaliste qui t'a un peu formé, ça a été ta première école de l'image, c'était cette empreinte de la réalité. Dans les films, il y avait Rome, ville ouverte, Allemagne année zéro, le fameux voleur de bicyclette, tout ce lien où on parle des gens, on zoome, on dézoome et les gens dans leurs conditions, finalement, tu l'as appliqué en photographie. Et est-ce que ça n'a pas été difficile pour toi? Parce que c'est dangereux aussi de décider de se plonger dans la réalité de son pays natal, de raconter l'histoire finalement de ses proches. Non, tout à fait. Cette envie de raconter, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de photographes. Hein. On est parmi les seuls photographes. C'est un peu comme maintenant, que tout le monde est photographe. D'ailleurs, ça m'a fait plaisir de savoir que tout le monde fait des photos, parce que c'était mon but dès le début de former photographes dans le monde entier, que je fais pendant 45 ans. Je formais des photographes dans 50 pays du monde. Surtout jeunes gens qui voulaient commencer. Voilà. Et avant d'être formateur, quand même, il faut se construire soi-même. Qu'est-ce que tu as appris de ces premières années de photographie où tu es pris par l'actualité? Il y a une tension, c'est même dangereux. Il y a la révolution islamique qui commence à prendre en place. Même il était dangereux d'être dans la rue parce qu'il y avait des jeunes, des groupes de jeunes qui étaient violents, qui pouvaient d'ailleurs qui s'attaquaient à des reporters, à des photographes. D'ailleurs, il y avait eu cette fameuse prise d'otage des Américains. Donc, il y avait plus qu'une contestation, il y avait vraiment une confrontation. Oui, tout à fait. Et moi, comme photojournaliste, comme je montrais l'atrocité de ce régime, donc j'étais toujours, même dans les rues, j'étais plusieurs fois tabassé par le supporter de Khomeini. J'étais interrogé avec pistolet dans ma tête, m'en accusant d'être espion. Si c'était pas facile. Et justement, je partis en savant que si je reste, je finirai même pas prison, mais voilà. Entre quatre planches, comme on dit cette attitude du gouvernement iranien, ça continue. L'Iran, c'est le pays plus grand. Il y a autant de prisonniers, de journalistes plus grands du monde. Et ils ont plusieurs exécutés. Même début de la révolution, j'ai eu plusieurs photographes, journalistes qui étaient arrêtés, torturés et exécutés. Et ça continue encore, malheureusement, ça continue. Voilà. Qu'est-ce qui motive? Et là, parce que il y a raconter, témoigner, dire voilà, bon bah j'ai été menacé, on m'a mis le pistolet sur la tempe, où on a pu te torturer, tu as continué à photographier. Mais qu'est-ce qui fait qu'on trouve cette envie, cette énergie de vouloir continuer à photographier alors que tu es menacé, tu es molesté, tu es en danger de mort. Avant de fuir, tu as quand même pendant quelques années travaillé, et puis ton frère, lui, est parti en 80, donc tu es resté 4 ans de plus à vivre, d'ailleurs même sans ton frère, parce que j'imagine quand on est deux, ça aide de s'épauler, de se soutenir. Mais comment on tient? Qu'est-ce qu'on se dit pour faire ce métier? C'est la soif de raconter la vérité, de dénoncer le mal qu'ils font les régimes dictatorial et totalitaire. C'est ça que ça m'a tenu toujours, parce que mon espoir, toujours, c'était et c'est que mes photos, ils peuvent avoir un effet positif sur le sujet que je fais. Arrêter voyez, on sait que ça, c'est le scène incroyable parce que
quand il y avait les otages américains, l'armée américaine, ils ont fait une tentative enfin de sauver les otages. Ils ont envoyé des Marines ici dans un désert près de Téhéran, après pour aller à Téhéran et sauver les otages. Mais malheureusement, c'est mal fini. Il y a eu un accident entre un hélicoptère et avion. Il y a eu 9 morts de Marines qui ont laissé le cadavre, ils ont parti. Et moi, je suis première pour arriver là et j'ai vu cette scène incroyable parce qu'avant quand j'étais à Téhéran, on a entendu des rumeurs en disant qu'il y a des UFO qui ont tombé dans le désert. Des ovnis. Et voilà. Et je partais pour vraiment photographier les ovnis. Et finalement, je vois cette scène incroyable. Et cette moullah, un des moullas qu'on s'appelait le boucher de Téhéran, qu'il a exécuté plus de 15 000 opposants lui-même. Ah oui. Oui. Alors là, faire ces photos, comme on a vu, il y avait des manifestations d'expression contre les Américains et le monde occidental, enfin les Américains en particulier. On peut se dire, on te laisse travailler, c'est moins dangereux, mais quand même, tu as pris beaucoup de risques aussi quand tu as couvert la guerre Iran-Irak. Donc entre ton pays et le voisin, l'Irak, là, ça c'est plus compliqué parce que tu as publié des photos d'exactions, de tortures, de massacres. Et là, ça a commencé à te poser des problèmes, non? Et tu as eu aussi des reconnaissances, mais des prix. Oui, je crois que c'est derrière 3 ans que je travaille en Iran, j'avais pas de permis. Il m'avait enlevé mes permis de carte journalistique. Donc tout ce que je fais, c'était presque clandestin. Je veux dire, mais être un photographe clandestin, je ne sais pas comment je réussis de faire ça, mais je faisais des photos et après je envoyais parce que j'avais pas le droit d'envoyer les photos extérieures. Toujours, je trouvais un moyen d'envoyer mes films vers Paris pour SIPA qui est diffusé dans le monde entier. Oui, à l'époque, tu étais distribué par SIPA et tu étais correspondant du Time Magazine ensuite aussi. Time Magazine, voilà. Et voilà, tous ces photos, ils étaient publiés sans mon nom parce que, voilà. D'ailleurs, ton frère Reza, c'est un prénom extrêmement, c'est comme Alain, Michel, un prénom très très commun en Iran, et il avait retiré son nom de famille, son patronyme. Tu aurais pu le faire aussi d'ailleurs pour te protéger un peu. Oui, Manoucher, c'est mon nom de photographe, enfin. Voilà. Donc... Petit secret alors. En fait, il s'appelle Alain Degati. Voilà. Ma passeport, c'est pas Manoucher. Voilà. Juste avant, c'était. Voilà, ces photos, par exemple, que je pris dans un prison d'Evin, Téhéran. C'est une prison où il y avait milliers d'opposants et tous ces jeunes filles. Et c'est un miracle d'entrer dans cette prison parce que c'était complètement. Et pour raconter comment je rentre là, il faut que j'écris un livre. Comment je peux entrer et faire cette photo. Et ces jeunes filles, tous étaient exécutés. Personne de cette fille qui avait 14 ans, 16 ans, ils n'ont pas sorti de cette prison. On est en quelle année là? 83. Ah oui, donc oui, là c'est l'explosion du mouvement de la révolution islamique et l'installation du régime de Khomeini vraiment les toutes premières années. Alors oui, cette photo, tu as eu un prix, je pense, avec cette photo-là aussi. Ça sont des mollahs. Ouais. Une des photos parmi les plus connues, je crois, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça aussi. C'était l'époque où j'avais pas le droit de travailler. Je connaissais un de ces moullas que j'avais rencontré à Téhéran. Et un jour, je rencontre, il m'a fait, on est envoyé par Khomeini, un groupe de mollahs au front de guerre pour parler avec les soldats, tu vois, pour vérifier ce qui se passe. Il m'a fait, tu veux venir avec nous? Il dit, bien sûr. Donc, je suis parti avec eux sans permis, mais comme j'étais avec eux, donc pendant 2 semaines, je faisais tour de front de guerre. Ici, on est frontière Iran-Irak. Au fond, vous voyez la colonne de fumée qui sort, c'est le puits pétrolier irakien qui brûle. Donc, c'était un moment assez spécial parce que tout le ciel était noir. Donc, et ça, c'est le moment, vraiment, pour 30 secondes, il y a le soleil qui sort. Et c'est pour ça qu'on a cette lumière un peu surréelle, quoi. Donc, voilà.
C'était ça l'histoire. C'est comme ça que je continue à travailler avec. Voyez. Ouais. Il faut du culot. Il faut beaucoup. C'est toujours un petit peu compliqué de résumer en quelques mots, mais c'est un peu quoi la recette, les ingrédients principaux quand on est reporter de guerre, quand on fait le métier que tu as fait pendant près de 50 ans, à part le culot comme ici, d'oser de suivre des mollahs, donc finalement d'être avec tes ennemis et les accompagner sur le terrain, mais qu'est-ce qui fait ce... Ben, nous, photojournalistes, des fois, je dis qu'on est des magiciens aussi. Parce qu'on sait qu'il y a, ils veulent nous arrêter, ils veulent pas qu'on fasse ce qu'on veut. Donc, on trouve toujours un moyen de, par exemple, j'avais toujours dans ma poche des films à l'époque. Et quand ils m'arrêtaient pour prendre mes films, parce que des fois, ils m'enlevaient les films, ils ne voulaient pas que j'aille, j'avais appris, je ne sais pas comment, de changer. Je prenais le film dans l'appareil et je prenais l'autre film qui n'était pas exposé, et je prenais ça et je donnais le film qui était Tu faisais un tour de passe-passe. Voilà. Donc voilà, c'est ce genre de petits actions qu'on a appris de faire pour survivre, je peux dire. Oui, oui, c'est comme on dit, enfin, tu faisais de la photo pour une période pendant laquelle les moins de 20 ans n'ont pas connu. Ça, c'est évident. Donc, il y avait du film et ce que tu expliquais aussi tout à l'heure, c'est il y avait prendre des photos, le danger d'avoir tes films qui soient saisis et ensuite, il fallait trouver le moyen d'envoyer les films, qu'ils arrivent à destination parce que prendre les photos, c'était une chose. Mais pour qu'elles soient publiées, il fallait qu'elles fassent leur chemin et qu'elles arrivent. C'était quoi les parades pour toi que tu avais à l'époque pour faire voyager tes films? Ben voilà, chaque fois c'était différent. Et alors, des fois, quand j'avais des films à envoyer, allais à l'aéroport, je trouvais le vol pour Paris, de Téhéran. Et à l'époque, c'était différent. Les gens, et je demandais des gens qui faisaient le queue pour aller à l'aéroport, je disais, est-ce que quelqu'un va prendre un film à envoyer? Il y avait 5 personnes qui disaient oui. Ah oui. Et tu leur donnais de l'argent ou c'était juste comme ça Non. Et tu les connaissais pas d'ailleurs? Non, je connaissais pas. Et les gens, ils acceptaient parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tous ces trucs de sécurité, non? Ouais. Donc, et après le SIPA, par exemple, envoyait un motard ou quelqu'un à l'aéroport, et je appelais, je disais, ben, je donnais mes films, et là, il prenait des films. C'est un de Donc tu recueillais le nom du passager, de la personne, et puis tu le donnais, voilà. Tu le communiquais. Et je fais ça plusieurs fois. Ils ont toujours arrivé. Et, les gens, c'était différent à l'époque, non? Il y avait une confiance aussi. Et des fois, bah, une fois, quand la guerre Iran-Irak commençait, toutes les aéroports étaient fermés. Même les frontières terrestres étaient fermées. Alors, je fais la première photo de guerre Iran-Irak, qui est à 1500 km de terrain. Je reviens et après, je repars aux frontières Iran et Turquie, qui a encore 800 km. Et il y avait, SIPA, il envoie un de nos collègues, Coşkun Aral, qui était photographe à l'époque, aux frontières turques, et la frontière était fermée, et il vient, et moi je passe mes films, et c'est là, lui il vient à Paris, il prend un concours, il emmène les films à New York, et là c'était l'une de Time Magazine et tous les journaux du monde, les premières photos de guerre iranienne, c'est comme ça que je peux sortir de l'Iran, voilà. Ah oui, oui, ça suffit pas. Ce métier, photographe de guerre, hein, c'est bien plus que de savoir prendre les bonnes photos au bon moment. C'est finalement, faut être multitâche et savoir constamment trouver des parades, des solutions, penser à sa vie, mais aussi au moyen de faire son métier, de transmettre son métier. Tout à fait. Par exemple, ça c'était dans les conditions un peu plus difficile. Mais par exemple, quand je partais faire un sujet à Nicaragua, je
je voyageais avec 150 kilos de matériel parce que là, il n'y avait aucun moyen de faire. Donc, j'ai emmené le chambre noire, tous les produits pour développer les films, les papiers photos pour imprimer les photos. Et tout ça, je faisais sur place. Par exemple, où j'étais, je construisais un chambre noire avec Oui, tout tu ce que faisais ton j'avais. petit laboratoire de fortune. N'importe où, même. Et après, le problème, c'était aussi transmettre, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone partout, non, téléphone ligne internationale. Donc, je trouvais des fois la seule ligne internationale, même dans les bureaux de poste, je allais avec mes appareils. Et là, j'arrivais à envoyer une ou deux photos. Et cette une ou deux photos faisait l'une de toute la presse mondiale. Maintenant, il y a 10 000 photos par jour qu'on envoie, Ouais. c'est facile. Et à l'époque, vraiment, pour envoyer une photo qui faisait couverture de toutes les presses mondiales. Alors c'est vrai que, enfin, ceux qui, on le voit dans les films, hein, mais c'est vrai qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, alors qu'on est habitué à voir, on prend une photo, on voit tout de suite le résultat. Et d'ailleurs, on peut décider de l'effacer, la partager ou je ne sais quoi. Mais finalement, il y a plein de photos que tu as publiées, enfin de tes photos qui ont été publiées, mais que tu n'as jamais vues. C'est même pas toi qui les as sélectionnées, puisque tu as envoyé, tu sais le moment où tu as pris la photo, tu as envoyé les informations pour écrire la légende, mais en soi, parfois, tu les as jamais vues, les photos, et tu les découvres une fois qu'elles sont imprimées, qu'elles sont publiées dans la presse. Tout à fait. Et quand on envoyait les films, tu n'étais même pas sûr, c'est bien exposé. Des fois, il y avait des problèmes. Donc, tu sais pas, certaines photos, je voyais après 3 mois, 6 mois mes photos que j'avais envoyées. Voilà, c'était vraiment un autre processus de. Et est-ce que cette école je dirais, de la contrainte, de ne pas voir tout de suite le résultat, est-ce que tu t'en sers aujourd'hui dans le cadre de tes formations? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que on devrait finalement, quand on est un jeune photographe, peut-être visiter, revisiter, apprendre à faire au lieu quand on a tous les outils faciles aujourd'hui avec le numérique, on veut tout de suite et l'envoyer dans la seconde. Est-ce que cette école de la contrainte, elle a pas un avantage aussi? Dans tous les métiers, si on connaît l'histoire de métier, ça nous aide de faire meilleur notre travail. Par exemple, en Afghanistan, tu sais bien, quand je démarrais l'école de photojournaliste de Aïna, et j'avais pas moyen d'acheter des appareils photo, je suis allé dans la rue de Kaboul où il y avait les fameux box caméras, Les caméras Faori, les grosses boîtes en voilà. bois avec lesquelles ils faisaient des portraits d'identité dans la rue pour les Tout à fait. passeports. Et c'est un appareil enfin, plus ancien. Je sais pas si on a. Je vais avancer un petit peu plus vite. Ça, c'est la guerre Iran-Irak encore. Moi, ça, c'est Amérique centrale, parce que je passais 4 ans en Amérique centrale, les années 80. Il y avait la guerre civile Salvador, Nicaragua. Ici, on est frontière Honduras et Nicaragua. C'est des contrats qui étaient financés par CIA Ouais. et qui combattaient contre le régime sandiniste de Nicaragua. Voilà. Alors, plutôt que de rechercher de faire défiler toutes les photos, pardon de t'avoir interrompu. Là, donc tu cherchais des appareils photo pour cette jeune première génération de photojournalistes que vous formiez, que toi, tu as commencé à former donc, à partir de 2002 à Kaboul, au lendemain du départ de la fuite des talibans de Kaboul. Donc, on est en 2002, vous avez créé avec ton frère Aïna, qui était un centre de médias qui consistait à former les hommes et femmes afghanes aux différents métiers des médias et leur offrir les outils nécessaires pour qu'ils puissent raconter leur propre histoire. Hein. C'était le projet de Aïna qui veut dire, si on le traduit en français, qui veut dire miroir. Voilà. Et donc, il y a le département de la photographie, donc Aïna Photo, dont toi, tu étais le responsable et vous avez recruté les premiers jeunes photojournalistes. Donc là, vous aviez pas beaucoup de sous d'ailleurs au tout début quand vous avez démarré ça. Non, on a démarré Moareza avec notre argent de poche, quoi. Il n'y avait pas aucun appui. Après, bon,
Après, on a eu de l'aide. Ça, c'est une photo que je fais à Costa Rica en passant dans la rue. Et comme je disais, ils ont commencé. Enfin, bon, je choisis 5 filles et 10 garçons pour former comme photographe. Il y avait seulement une des autres qui avait fait des photos. Les autres, ils avaient peut-être même pas vu un appareil photo parce que c'était après Taliban, où Taliban, ils avaient fermé même mes écoles. Il n'y avait pas de journaux, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télé. Donc, voilà, je commençais à enseigner avec cet appareil ancien qui fait photo sur le car. Oui, c'est une boîte en bois, concrètement parlant, hein. Il y a l'objectif, le temps d'exposition, à l'ancienne, hein, vraiment comme si on était il y a un siècle. Voilà. Et c'est comme ça que je crois qu'ils sont devenus assez célèbres, parce qu'ils ont vraiment commencé dès le début de photographie. Après, une fois qu'on avait moyen, on a donné des appareils photo argentiques. Même ça, c'était vraiment, ils ont fait le pas après, une fois, parce qu'ils ne connaissaient pas même ordinateur. Donc, on a enseigné même anglais, l'ordinateur. Et une fois qu'ils étaient connaissaient plus, on a donné des appareils photo numériques. Donc, ouais. ils ont vu tout. Il faut voir qu'aussi le numérique arrivait progressivement dans le métier. Parce que là, vous avez ouvert cette école en 2002, vraiment développée en 2003. Ouais. Donc là, on est quand même… le numérique était utilisé de plus en plus par les professionnels, mais pas par tous les photographes. Donc ça aussi, c'était de mettre à la page les jeunes photographes afghans avec avoir les bons outils pour pouvoir montrer, raconter leur histoire et publier. L'enjeu, c'était publier localement, mais aussi dans la presse internationale. Oui, enfin, par exemple, avantage de ces filles photographes que je vais avancer parce que j'ai le souvenir qu'il y avait des photos, mais elles sont vers la fin, malheureusement. Je voudrais vous montrer une photo d'Afghanistan où elles sont en train de se former. Bon, voilà, c'est quand tu as été blessé en 96, c'est ça? Ouais. Mais bon, alors, pardon, je vais essayer d'aller vite. Ouais. Ah, tiens, je crois que je suis passé. Ouais, voilà. Alors, ça, c'est l'Afghanistan. Voilà. Voilà, ça, c'est parti Afghanistan. Oui, ça, c'est autre chose. Ça, là, voilà. D'ailleurs, ça, c'est un des anciens étudiants, Fardin Waizi, qui est que tu avais formé, qui a pris cette photo avec ces fameuses caméras. Voilà, ces fameuses caméras il n'a pas filmé, il fait la photo sur un pièce de papier photo. Directement sur un positif finalement, sur une feuille de papier sensible. Et ça développe dans l'appareil photo. Il y a mais la première photo qui sort, c'est négatif. Ah parce oui, que c'est vrai. Ce papier. Donc, il faut faire une autre photo de cette cliché négative et devient positive. Voilà. Oui, oui. Et d'ailleurs, on le voit, il glisse la main à l'intérieur avec la chimie. Il fait tout le processus pour révéler. Voilà, c'est ça. Là, quand je commençais avec ces appareils à former des photographes afghans. Et voilà. Et ben là, d'ailleurs, c'est pris à l'intérieur du centre d'Aïna, qui était dans le centre sur Wazir Akbar Khan, dans le centre de Kaboul, quasiment en face du palais présidentiel. Et c'était une prison de talibans. Des talibans, oui, juste avant. Quand on est arrivé, on a trouvé cette maison qui était abandonnée, mais c'était une sorte de torture et exécution des talibans. On a converti cet endroit pour former les journalistes. Donc voilà. Et alors, là, restons sur l'Afghanistan, puisque c'est vraiment au cœur de l'actualité en ce moment. Est-ce que tu es en contact avec certains de ces photographes? Alors, pour tout vous dire, et très transparent surtout, moi j'ai une partie de la réponse, mais on va raconter parce que j'ai pris la relève de Manoucher en 2004 pour la suite, la formation de ce groupe, de ces jeunes photographes, et que j'ai suivi. Et je suis resté 2 ans et demi, donc c'est vrai que j'ai gardé des liens, mais donne-nous des nouvelles de ces jeunes photographes, parce que c'était pas juste les former pour qu'ils apprennent les distraire, c'était vraiment d'en faire des professionnels. Et aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont des professionnels. Bien sûr. Massoud Hosseini, il y a eu le prix Pulitzer. Farzana, la fille, il est un des photographes plus célèbres international maintenant. Il fait ses expos dans le monde entier.
parce que, par exemple, c'était important de former aussi femmes afghanes parce que c'est eux qui ont accès à femmes. Parce que les femmes, c'est difficile d'avoir accès comme un homme, femme afghane. C'est eux qui ont finalement pour montrer la vie de moitié des populations d'Afghanistan. Donc, c'était un de notre but aussi, était vraiment de. Et eux, ils ont vraiment raconté leur histoire beaucoup meilleure que nous, qui on va une semaine, un mois pour faire un reportage, parce qu'ils vivent là, ils connaissent leur culture, ils connaissent leur histoire et ils racontent. Donc, notre but, c'était de montrer Afghanistan à travers l'œil afghan. C'était ça le but, c'est bien. Oui, non, mais et on peut dire que ça a fonctionné puisque un des photographes, le photographe principal de l'AFP à Kaboul, qui s'appelle Wakil Kaussar, est encore là-bas. Il continue à travailler pour l'AFP, même s'il est afghan et que c'est compliqué. On peut imaginer pour un Afghan de faire des photographies dans son pays sous le régime des talibans, mais il est encore là-bas et il fait partie des quelques photographes qui restent. Malheureusement, la plupart d'entre eux, que de tout début, ont dû fuir le pays. Enfin, oui, comme je suivais toujours l'histoire d'Afghanistan, je suis, enfin, en suivant ce qui se passe, les négociations des talibans à Qatar avec les Américains et les accords qu'ils ont signés mois de février, ben, je savais que ça serait comme ça. Je savais qu'ils préparent les talibans pour reprendre Afghanistan. Pourquoi? Ben, ça, c'est une autre question. On peut parler de ça aussi. Mais là, tout de suite, même avant que les talibans ils viennent à Kaboul, j'ai appelé tous mes contacts, les photographes, je dis, écoutez, les talibans, ils ont arrivé, ils ne croyaient pas encore. Parce qu'ils disaient, non, ça, ils ne peuvent pas. Je dis, écoutez, ils vont arriver. Donc, heureusement, il y a 4-5 d'eux qui sont partis avant de prise de Kaboul par les talibans. Ils vivent maintenant avec leur famille dans les camps réfugiés en Hollande, en Turquie, et ailleurs. Et heureusement, c'était avec ma pression que j'ai mis sur eux. Ils ont quitté avant de... Wakil, il est resté. Il voulait rester parce qu'il travaille pour l'AFP. Donc, encore, c'est pas parce que les talibans, ils n'ont pas le pouvoir total. Donc, c'est pour ça qu'ils laissent encore les journalistes. Mais on s'inquiète un petit peu là pour de l'évolution, parce que ça évolue, comme d'ailleurs hier soir au plateau, il y avait Margot Ben qui disait au jour le jour, ça change constamment. Et c'est vrai qu'on s'inquiète un petit peu pour tous les journalistes afghans et les photographes en particulier, de pouvoir continuer à rester, parce que la bonne attitude des talibans de façade qu'ils ont laissé entrevoir ces derniers temps, c'est en train d'évoluer. Puis la situation, elle devient de plus en plus complexe avec les talibans. Bien sûr, parce que pour le moment, les talibans, ils n'ont pas le pouvoir total parce qu'ils n'ont même pas de personnes de s'occuper, de gérer les différents ministères, parce que ils ont des étudiants religieux, ils connaissent rien de rien, ils connaissent que le Coran. Donc, par exemple, une version d'une interprétation du Coran. Voilà. Et hier, je sais que les talibans, ils ont dû laisser les femmes pour retourner dans le ministère parce qu'ils ont su qu'ils ne sont pas capables de gérer. Donc, ils ont laissé les femmes pour retourner à certains leur travail. C'est qu'ils n'ont pas échappé parce qu'il y a 200 000 Afghans qui déjà ils ont échappé, je peux dire, le pays. Mais voilà, parce que c'est ça, ils ont besoin, mais je crois qu'avec pas longtemps, ils vont prendre le pouvoir et ils vont virer tout le monde. Enfin. Alors, tu as contribué à former parmi la première génération de photojournalistes afghans, mais tu as continué aussi. Après l'Afghanistan, tu as formé, tu as travaillé pour IRIN, qui est l'agence de photographie des Nations Unies. Tu étais basé à Nairobi. Qu'est-ce qu'on dit quand on devient formateur? Finalement, c'est difficile. À quel moment on se dit, je suis photographe de cœur, j'ai fait ça, c'est mon métier. Et à quel moment on décide de devenir formateur et de former les autres? Qu'est-ce qui fait le déclic? Écoutez, dès le début de ma carrière, j'ai toujours aidé même les jeunes qui commençaient à photographier. Ou des fois, je prenais des jeunes comme
comme assistant pour apprendre. Ou après, je faisais des workshops pour. Alors, ça, c'est. Attends. Pardon. Alors, là, on est en Syrie. Je t'ai envoyé par National Geographic pour photographier un découvert assez important archéologique. Et par une équipe d'archéologues allemandes. Ça, c'était avant la guerre. Et donc, oui, avant 2011. Voilà. Et cette personne à droite, c'est ma femme. C'est là que j'ai découvert. Elle avait trouvé ça. D'ailleurs, l'auteur de ce livre qui raconte le parcours de toute une vie, tout un pan de vie de Manoucher. Voilà, ça c'est aussi des choses que dans mon métier sont arrivées. C'est incroyable parce que c'est pour photographie que j'ai découvert ma femme. C'est comme ça. Voilà. Donc finalement, c'est un peu la photographie de votre rencontre. Et voilà. Alors, pardon, oui, tu parlais de la formation des photographes au Kenya et dans toute la région, d'ailleurs, pas uniquement des photographes kenyans. Non, c'était une opération mondiale. Je formais 30 pays photographes pour Nations Unies et en même temps, je faisais des reportages. C'était pas que je faisais toujours, je continuais à faire des photographies, mais en même temps, je faisais des workshops, surtout des gens de quartiers pauvres. Par exemple, en un temps, il y a au moins 10 photographes qui travaillent pour Nations Unies que je trouvais dans le bidonville de Nairobi, aux Philippines, et je formais comme photographe. Mais alors, petite question qui fâche, être photographe pour la presse qui a priori une liberté d'expression, c'est une chose, mais travailler pour les Nations Unies qui doit faire attention à ce qu'elle dit, la manière dont elle le dit, et il y a des enjeux diplomatiques derrière, c'est quand même autre chose. J'ai souvenir quand on en parlait que c'était pas toujours amusant pour toi de travailler dans ces conditions-là. Non, parce que pour eux, pour Nations Unies, ils veulent propagande. Ils veulent pas vraiment, ils veulent montrer les choses qu'ils font. Mais comme j'étais à l'intérieur, j'étais le staff de l'ONU, et j'ai découvert des corruptions qui existent dans cette organisation, qu'on ne connaît pas, parce que quand on voit d'extérieur, on croit que c'est une organisation saine, mais ce n'est pas comme ça. Et comme j'étais photojournaliste, je n'étais pas un bureaucrate, donc je commençais aussi à dénoncer tout ça, et finalement, j'ai aussi quitter et commencer à faire d'autres choses. Oui, c'est très difficile dans ces structures de pouvoir faire son chemin parce qu'il y en a qui se battent pour essayer de faire convenablement leur métier dans des agences des Nations Unies parce qu'il y a vraiment des besoins. Ils ont du pouvoir, mais ils sont limités aussi avec tout un système bureaucratique et parfois de la corruption qui est organisée au sein même de la... 80% du budget des Nations Unies, c'est pour les salaires et les voitures de staff. 80%. Donc, et 20% qui va pour les pauvres, c'est détourné peut-être 0,01% qui arrive aux gens qui ont besoin. C'est ce qui fait qu'après, tu as voulu quitter justement les Nations Unies. Et alors, je crois que c'est à ce moment-là où tu as l'agence AP, Associated Press. Tu es venu te chercher, tu as proposé un autre poste qui devait être un peu, pardon de dire, mais un poste tranquille, enfin un peu plus calme, dans une région qui était familière, mais il s'est passé, le printemps arabe est passé par là. Voilà. Après Nations Unies, je commençais pour travailler pour National Geographic. J'ai fait plusieurs sujets, Soudan, Turquie, Kenya, par exemple. Et c'était un travail assez tranquille, non, bien payé, bien pris en charge, etc. Et j'étais dans une commande Oman, je crois. J'étais dans le désert, photographier un tribu de désert. Et je reçois un appel de New York, de Santiago Leon, qui est directeur de Associated Press. À ce moment-là. Que je connais bien depuis des années. Et il m'a dit, écoute, ça c'était 2011. Et il m'a fait, on est en train de créer le desk photo de AP pour Moyen-Orient au Caire, pour 20 pays de région, d'Afghanistan jusqu'à Libye, des pays
enfin, à l'époque, tranquille pour dire. Hein. Oui, oui. Égypte, c'était Moubarak, tranquille, il n'y avait pas de... Parce que j'avais vécu aussi avant. Donc là, on était en janvier 2011. 2011. Alors, bah, je accepte, je vais à New York, je signe ma contrat. Et 23 janvier, soir, je arrive au Caire. Le 24, je vais au bureau pour connaître mes collègues. Et le 25 janvier, ça démarre la révolution égyptienne. Boum! Toi qui voulais être tranquille. Et voilà. Et là, après, il y a eu Libye, Syrie, Irak, Ouais. Afghanistan, enfin, on parle plus. Donc, pendant 4 ans, de 2011 jusqu'à 2004, ben, je gérais l'opération. J'avais 150 photographes de gérer par jour, avec tout ce qui s'est passé. Et puis en plus, avec une actualité explosive, c'est le cas de le dire, partout. Partout, partout. Et ça n'arrêtait pas. Ça a été en plus un effet de domino. Je crois que pendant 4 ans, je dormais 3-4 heures par nuit. Parce que comme je travaillais à New York, donc ils m'appelaient 2 heures du matin parce qu'ils ont d'autres horaires. Donc, mais ça m'a. J'étais très content de voir cette période d'histoire des régions parce que c'est une région que je connais bien, je parle toutes les langues et on a eu prix Pulitzer pour en 2013, je crois, pour 2013, la couverture. pour la couverture de Syrie, tous les prix du monde parce que tu sais, je crois que ma connaissance des régions et aussi des métiers, ça a aidé vraiment après ces 4 ans. C'était toujours première en production de photos de Syrie, Libye, etc., etc. Et finalement, voilà, moi, en action, comment dire, voilà, action. Chaque fois, on trouve des moyens incroyables. Des fois, je marchais dans les montagnes. Par exemple, en Afghanistan, des semaines. Des fois, je ne sais pas, en Soudan, je dois voyager avec l'âne parce qu'il y avait pas. Donc, c'est tous les moyens. Tu continuais, même si tu étais chef du bureau au Caire, tu continuais à te rendre sur le terrain aussi pour aller voir tes équipes? Oui, moi, mais moins parce que voilà, ça c'est le Place Tahrir, voilà, début de la révolution égyptienne. Place Tahrir. Place Tahrir, voilà. C'est le jour où Moubarak il est parti. Voilà, il a enfin, démissionné, ils ont poussé à partir. Et là, tu t'es dit, il y a un truc, hein, je suis toujours là au bon moment, ou enfin, ça dépend comment on le regarde, mais en tant que journaliste, a priori, c'est au bon moment. Ça me tombe dessus à chaque fois. Mes collègues m'accusent de savoir en avance. Je dis non, je ne sais pas vraiment. C'est comme ça. J'arrive, ça m'a passé beaucoup. J'arrive dans un endroit tranquille. Après, bon, ça part. Voilà l'exemple d'Égypte, mais beaucoup d'autres exemples. Je peux dire que je ne savais pas. Mais je ne sais pas, peut-être l'expérience que j'ai eue dans ces années, aussi en suivant, j'avais une idée, je disais, voilà, ce pays, ça ne va pas rester comme ça. Donc, je partais là et voilà, ça se passe. Alors, tu as été chef d'un bureau qui couvrait une très grande région, extrêmement riche en actualité, 150 personnes finalement, enfin une équipe de 150 personnes. Qu'est-ce que tu as appris de ces années-là, de la photographie, de notre métier, nous, journalistes, la presse, et surtout à la fois ce qui s'écrit sous nos yeux, mais aussi comment on le transmet, on le passe au public? C'est notre bout, hein. C'est notre bout de passer. Je ne fais pas des photos pour regarder dans ma poche. Non, c'est au contraire. Ce qu'on fait, c'est pour informer plus les gens qui le voient. Voilà, ça c'est depuis 2014. Je quittais finalement parce que je ne pouvais plus. J'avais vraiment épuisé aussi physiquement. Et je quittais le Caire et je me suis installé dans le Pouilly en Italie. Et depuis 7 ans, je vis là, dans les campagnes. Et je photographie aussi toutes ces cérémonies-là. Je fais pour National Geographic de sujet. Et voilà. Il y a dans ce livre qui reprend le parcours, ton parcours, avec à la fois
des faits réels, un peu de fiction aussi, de choses racontées par par ton épouse Ursula Janssen, qui d'ailleurs signera ce livre qui est présent au Salon du Livre. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou demain. En tout cas, il est disponible, qui raconte un petit peu toute cette incroyable tranche de vie. Et il y a beaucoup de citations. J'ai remarqué d'ailleurs au long de. Alors il y a de nombreux poètes de la région, hein, du Moyen-Orient. On y trouve Rumi, Ibn Battuta. Et on voit que c'est très très important. Et alors, avant de passer la parole, peut-être si vous avez des questions, parce que le temps avance, et pour que vous ayez quelques questions peut-être très pertinentes de choses qu'on n'aurait pas abordées. Moi, il y en a une que j'ai bien aimée quand même dans les citations. Alors, c'est pas du tout un poète, au quoique, mais il disait, et je fais le lien avec l'Italie où tu vis dans les Pouilles. Citation, c'est Life is a combination of magic and pasta. Donc voilà, donc la vie est une belle alchimie entre la magie et les pâtes. Fellini, c'est Federico Fellini qui a dit ça. Ouais. Bah ouais, c'est ça, c'est vrai, parce que la pâte, c'est Retour important. aux premières amours en Italie alors, Voilà. avec ce... Alors dans ces livres, il n'y a rien de fiction, hein. Tout ce que je racontais, c'est passé. Oui, non, c'est réel, mais après, parfois, c'est des échanges peut-être ou retraduits. On sait que c'est. Ouais. Non, tout est basé sur des faits réels. Voilà, je n'ai rien inventé, quoi. Non, bien sûr. Non, ce serait dommage Voilà. en tant que. Alors, est-ce que il y aurait des questions dans la salle? Et peut-être Voilà. d'ailleurs, nous sommes en Facebook Live, donc il est possible de poser des questions. Entre autres, j'ai sur le Facebook Live de Polka Magazine. Au cas où il y en a, on regarde. Voilà, ces photos, je fais il y a 3 ans en Italie. On dirait pas, non? Ça peut être Iran, ça peut. Ben, c'est en Italie pendant le. Faut se méfier des faux semblants. Voilà. Incroyable. Ah oui, là, moi, franchement, en regardant, j'aurais dit c'est l'Iran dans C'est les années Timona 80. Santa, tu vois. Ouais. C'est voilà. Donc c'est pour ça, hein, les débats sur le voile et ainsi de suite. Faut relativiser. C'était à la Semana Santa? Oui. Où ça en Italie? Dans les Pouilles. Dans les Pouilles où je vis, à peu près 25 km de chez moi, que ça passe toutes les années. Ils sortent comme ça, comme on est. Voilà. Et là aussi, c'est une cérémonie qu'ils font. Quand ils coupent les vignes, ils ramassent ça et après ils mettent feu. C'est une cérémonie qu'ils font tous les ans. Ça, c'est des vignes qu'ils coupent parce que c'est une région de vin. Alors. Est-ce que en près de 50 ans de photographie de guerre, tu n'es pas un peu désabusé? Malgré tout, les médias ont été présents. On a des gens comme toi n'ont pas cessé de photographier, de raconter des histoires, parler du drame des gens, de ce qui se passait, parfois un peu en amont, qui a conduit à une guerre, parfois au cœur de l'action. Est-ce que tu te dis pas notre métier, est-ce qu'il sert vraiment à quelque chose? Et il y a des moments, est-ce que tu ne doutes pas? Pas du tout, parce que moi je crois que photographie peut changer. Voilà, c'est la seule photo que je fais de Covid, quoi. À côté de chez moi. On pourrait l'appeler The Locker, le cadenas. Voilà. Et non, ce que je voulais dire, c'était non, je crois que les photos, c'est un moyen important de communication. Peut-être c'est plus important. Surtout maintenant que tout le monde est fan de photos, on voit l'importance des photographies. Le dernier exemple, George Floyd aux États-Unis était tué par police. Une fille qui est passée, il a fait une photo avec son portable, et cette photo, il a changé beaucoup de choses. Il y a millions de gens qui sont sortis dans la rue contre le racisme, et depuis, la police américaine, il tue moins de... Et la vidéo qu'elle a réalisée a permis de condamner Derek Chauvin, le policier qui a donné la mort, qui a contribué à donner la mort de George Floyd. Voilà, l'importance de photographie. Plus que ça, je ne sais pas. Donc, je crois que c'est... Voilà, la photographie, on a des exemples qui changent. Et voilà, ça c'est mon vin. Je fais du vin aussi. Et c'est là où j'habite maintenant, des immeubles qu'on appelle trulli. C'est des
ce genre de construit avec des pierres. Et voilà. Ça, c'est la couverture du livre. C'est la couverture du livre que vous pouvez retrouver donc ici. Voilà. Bah, Le mot de la fin, Manoucher, à toi. bah, il faut que je parte. Ça y est. Ah bah ça a le mérite d'être clair. Bah, en tout cas, merci à tout le monde d'écouter. J'espère que c'était bien. Enfin, c'est mon rôle de toujours passer l'information et en espérant que clarifie certaines choses. Voilà. Merci à vous. Merci Manoucher. Merci à vous.